après pour pouvoir la regarder en replay pour les personnes qui ne seraient pas présentes aujourd'hui. Je vais juste faire un tout petit rappel des règles pour que tout se passe pour le mieux et que ce soit le plus confortable pour tout le monde. Donc, par défaut, vos micros sont éteints, c'est normal. Vous pouvez, si vous souhaitez les activer, lever la main et puis c'est nous qui avons le contrôle dessus donc pour vous donner la parole. L'idée, c'est qu'il va y avoir la présentation pendant quelques minutes et puis les échanges et les questions se poseront plutôt à la fin. Si pendant les échanges, vous avez des questions, il y a des termes qui ne sont pas clairs, il y a des choses sur lesquelles c'est pas forcément très clair, n'hésitez pas à échanger dans le chat directement. On répondra au fur et à mesure. Et puis l'idée, c'est qu'on puisse compiler vos questions pour les poser à la fin. Donc, je vais laisser la parole à mes collègues, donc Elsa et Lorana, qui ont mené cette concertation. Donc, Lorana, qui est coordinatrice nationale du réseau VRAC France, et Elsa, qui est chargée d'animation et démocratie alimentaire. Donc, je leur laisse la parole et merci à toutes et à tous. Il y a quelqu'un qui a levé la main, Lisa. Tout à fait. Bonjour à toutes et tous. Je vais vous partager mon écran. Vous me dites si vous voyez bien mon écran, s'il vous plaît. Alors. Peut-être avant, il y a une question. Ouais, oui, alors je vais demander à Clotilde. Alors, je vais donner la parole à Clotilde. Hop. On retrouve toutes les personnes. Ouais, je vais commencer. Hop. Alors, je vais vous partager. Alors, je vais juste donner la parole à Clotilde, peut-être qu'il y avait une question. Normalement, le micro est activé pour Clotilde. Donc, il suffit de l'activer de votre côté, peut-être, pour pouvoir parler. Voilà. On va faire comme ça, ce sera peut-être plus simple. Après, je récupère toutes les questions dans le chat. Ok. Donc, c'est tout bon. Ok, c'est tout bon. Est-ce que tu as mon écran, Lisa? Ouais. Ok, très bien. Alors, juste avant de rentrer un peu dans les détails de l'étude, ce qu'on voulait faire avec Lorana, c'était représenter très brièvement notre projet associatif pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas très bien l'association, qui auraient été invités à participer aujourd'hui à la visio. Donc, VRAC, c'est une association qui existe depuis 10 ans et qui œuvre pour l'accès de toutes et tous à une alimentation de qualité et digne. Le principe de VRAC, c'est de créer des groupements d'achat au cœur des quartiers populaires, sur les campus et en zone rurale, sachant que tout de même, c'est important de le noter, 95% de nos groupements d'achat aujourd'hui sont en QPV. Donc, on est un petit peu sur les campus et un petit peu dans la Drôme, dans des quartiers qui ne sont pas des QPV, mais on est très largement présent sur les QPV. Dans nos groupements d'achat qui ont lieu une fois par mois, on vend des produits de qualité, donc qui vont être bio, locaux, équitables, en vente directe ou en circuit court, selon si c'est des producteurs qui sont présents sur le territoire ou si ce sont des produits qui viennent d'un petit peu plus loin. On parle d'une alimentation choisie et non contrainte parce que les personnes vont choisir l'alimentation. On n'est pas dans un système de dons où elles récupéreraient par exemple des invendus. Donc elles vont pouvoir choisir chaque mois ce qu'elles veulent acheter. Et c'est un projet dans lequel les habitants ont été impliqués dès le début, notamment parce qu'on décide avec les habitants des produits qui intègrent le catalogue, de qu'est-ce qu'ils aimeraient pouvoir acheter à l'association dans le cadre des groupements, mais aussi parce que les habitants sont invités à devenir bénévoles s'ils ont la disponibilité, donc sur les temps de groupement d'achat, de préparation de commandes, etc., les temps de distribution, mais aussi à rejoindre la gouvernance des associations locales. Donc l'association, elle est présente, je ne l'ai pas dit encore, mais dans 20 territoires. C'est une association qui travaille en collaboration avec les collectivités, c'est-à-dire que quand on s'installe sur un nouveau territoire, on va discuter avec les collectivités locales, les villes, etc. On travaille aussi énormément avec les bailleurs sociaux dans la mesure où on est présent dans les QPV et puis avec les autres acteurs du territoire, donc les associations, les MJC, les centres sociaux, etc. Et puis le principe aussi de VRAC, c'est de mettre en place une tarification différenciée, c'est-à-dire que chacun va payer selon ses moyens. Donc, on va avoir un prix à plus de 20% pour des habitants qui n'habiteraient pas le quartier, qui auraient un petit peu plus de moyens, plus 20% du prix coûtant. On va avoir une tarification juste en dessous à moins 10% du prix coûtant, donc du prix producteur pour tous les habitants des QPV. Et là, on est en train de mettre en place depuis le mois de novembre 2023 une troisième tarification, qui est une tarification à moins 50%
10% du prix coûtant et qui nous est permise par le Fonds Mieux Manger pour tous de la DGCS, qui va permettre d'aller capter des nouvelles personnes pour qui le prix coûtant, au moins 10% du prix coûtant, c'était encore trop cher et qui vont pouvoir du coup acheter aussi des produits de qualité. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, donc on est presque présent, enfin on est présent dans beaucoup de grandes villes, à la fois en France et en Belgique. Donc on est aussi présent en Belgique, à Bruxelles, et l'association à Charleroi va bientôt être créée. On compte aujourd'hui 100 groupements d'achat qui sont répartis sur les 19 territoires, parce que Charleroi arrive bientôt. On a à peu près 7000 foyers adhérents et on estime toucher environ 20 000 personnes, parce qu'en fait, on a une adhésion, c'est un foyer, mais dans chaque foyer, il y a plus de personnes voilà, qui vont pouvoir acheter et manger les produits de vrac. Et l'année dernière, on était à presque 300 tonnes de produits vendus. Et je laisse du coup ma collègue Lorana vous expliquer un petit peu le contexte pardon, et pourquoi est-ce qu'on a mené cette étude. Oui, alors 2 mots sur le contexte. On s'est saisi, de l'opportunité de la réécriture des contrats de ville. Les contrats de ville qui encadrent, les politiques publiques, de la politique de la ville, à l'échelle, des établissements publics, intercommunaux de coopération en général ou de grandes métropoles. Et l'État, l'Agence nationale de la cohésion, des territoires, lançait une grande plateforme pour pouvoir recueillir le point de vue, des habitants, mais aussi des acteurs qui contribuent au développement social dans les quartiers populaires. Et voilà, donc VRAC, on s'est saisi de cette opportunité-là. Apparemment, je te coupe, excuse-moi. Ouais. Un petit bug d'affichage. Elsa, est-ce que tu es bien est-ce que tu es en plein écran? Oui. Ou est-ce que tu... Alors, les slides de la présentation ne défilent pas. Ah non. Ok. Moi, je suis toujours sur le projet. Ah. Ok. Ah vrai, peut-être qu'on peut descendre avec les flèches. Et là, est-ce que vous êtes sur la slide contexte? Là, moi, je suis toujours sur le projet aussi. Zut. On va relancer le partage. Excuse. Peut-être en attendant, je peux continuer. Donc on voulait se saisir de cette opportunité de l'Agence nationale de la cohésion des territoires qui renouvelle ses contrats de ville pour pouvoir interroger d'une part nos adhérents, mais aussi les habitants de ces quartiers-là, en se disant que finalement la question de l'alimentation était peu encore traitée dans la politique de la ville. Ça nous semblait important de le faire. D'autant que VRAC France, depuis la nouvelle mandature du Conseil national des villes, siège et à ma connaissance, nous sommes la seule association qui porte vraiment les questions d'accessibilité alimentaire au CNV. Et donc, moi, je suis présente pour VRAC France au CNV et on se disait que si cette étude rendait des éléments intéressants, que ça pouvait être aussi une proposition à faire au CNV pour poursuivre des travaux en ce sens. Est-ce qu'on est OK au niveau de la technique et la slide contexte, on est bon? Ça a l'air d'être bon. Parfait. Alors, du coup, Et CNV peut-être précis. Ah oui, pardon. Conseil national des villes. C'est une instance qui est transpartisane et indépendante et qui donne des avis sur toutes les lois et les politiques publiques qui concernent la politique de la ville. Donc là, tout récemment, avec le CNV, on a rendu un avis et un rapport sur loi immigration. Je vois qu'il y a Marion Mangin qui est parmi nous, donc qui travaille au CNV. Donc elle peut peut-être préciser dans le chat, ça sera encore plus clair. Alors, comment est-ce qu'on a procédé? On s'est dit qu'on voulait à la fois toucher nos adhérents et un grand nombre de manière un peu quantitative, mais aussi avoir le temps de faire des ateliers qualitatifs et puis toucher des personnes qui n'étaient pas nécessairement nos adhérents. Donc, on a eu 3 techniques d'avril à octobre. Je précise qu'on a pu faire ce travail-là avec cette qualité-là, vraiment grâce aussi à l'organisation de VRAC qui fonctionne en réseau. Donc nous, Elsa et moi, Elisa, on travaille à VRAC France, on est une tête de réseau, mais on travaille évidemment de manière très étroite avec les différents VRAC locaux qui sont des associations de loi 1901. Et donc ce travail n'aurait pas pu être possible si on n'avait pas eu tout ce lien, ce coportage avec nos collègues VRAC locaux.
Donc l'enquête, au total, a touché 700 personnes. On trouve que c'est pas mal, on est assez fiers de nous, parce que, justement la plateforme, Quartier 2030 qui concerne l'ensemble des quartiers politiques de la ville de France, lancée par l'ANCT, nous disait qu'ils avaient eu 6 000 réponses complètes et que 6 000 c'était énorme et que c'était un très beau chiffre. Donc nous, à l'échelle de notre, modeste réseau, on est plutôt satisfait d'avoir eu 700, personnes touchées et je précise que ce sont 700 personnes qui vivent vraiment en QPV. Donc on a mené, grâce à nos collègues, une enquête quantitative. Donc les collègues, c'est aussi le lien de confiance, hein, qui est noué avec les adhérents. Donc il y a 12 VRAC, qui ont transmis, ces questionnaires à leurs adhérents en disant: «Seulement si vous vivez en QPV, sinon vous ne pouvez pas répondre et qu'est-ce que vous aimeriez, transmettre et porter à la connaissance du ministère de la ville?» C'est un peu comme ça qu'on a, emmené ce questionnaire-là. On a fait des ateliers de concertation plus fins, plus longs, qui ont duré 2 heures, avec une plus petite jauge d'adhérents, mais vraiment sur du qualitatif, là encore avec les chargés de mission des VRAC locaux, qui connaissent très bien leurs adhérents. Donc il y a eu 71 personnes rencontrées sur 8 territoires et enfin, on a, utilisé une méthodologie, d'éducation populaire qui s'appelle les porteurs de parole, parce que l'objectif, c'était aussi de toucher des gens plus loin, des institutions, des personnes qui seraient jamais venues à une concertation, qui n'avaient pas non plus 2 heures à consacrer, à notre enquête. Mais donc c'est une technique, qui consiste avec un grand panneau avec, une question tranchante, d'interpeller les passants. Donc on s'est mis, en sortie de métro, au pied d'un marché, sur des cheminements piétons où il y avait du flux et tantôt on a posé la question: «Est-ce que tout le monde peut bien manger?» et tantôt on a posé la question: «Quel est votre rêve pour votre quartier en matière d'alimentation?» Et là, donc, on a pu discuter avec 152 personnes. À l'issue du petit temps de discussion qui peut durer, jusqu'à 15-20 minutes, on résume, l'essentiel de la conversation avec la personne et avec son accord, on inscrit, quelques verbatims et on demande à la personne si elle est OK pour nous donner, aussi son prénom et son âge. Pour l'atelier de concertation avec les adhérents, on a utilisé la méthode des chapeaux de Bono, qui est pas à proprement parler un outil d'éducation populaire, mais qui s'en rapproche. C'était un animateur de la démocratie, participative à Saillant qui, sur le précédent mandat, était un mandat, citoyen, qui avait pas mal utilisé cette méthode et qui nous en avait parlé. L'idée, c'est de pouvoir, séquencer, sa pensée en plusieurs temps, en décrivant un peu les faits, d'une problématique, de manière objective et puis ensuite en pouvant déposer ses émotions, en pouvant, de manière séquencée à la fois, être pessimiste, optimiste et ensuite pouvoir s'autoriser à rêver et donc c'est une méthode qui permet vraiment de limiter l'autocensure et nous, on constate sur le terrain que souvent nos adhérents, s'autocensurent et comme on voulait être aussi sur, une des propositions et pas uniquement des constats qui sont parfois un peu sombres, voilà, on a choisi cette méthode qui a donné des résultats, intéressants. Alors, sur, la première partie, donc, le tout début de notre enquête, les premiers mois, donc on a vraiment mené cette étude quantitative et c'était intéressant de le faire en plusieurs étapes parce que les résultats de l'étude quantitative nous ont aussi intéressés pour, la suite du projet. Ce qui était aussi important à ce moment-là pour nous, c'était de caractériser justement les conditions d'approvisionnement des personnes parce qu'on discute beaucoup avec les adhérents quand on est sur les temps d'épicerie, de distribution et cetera. Mais on n'avait pas de vision, on va dire, globale sur, les manières de s'approvisionner des personnes, la réalité, et cetera. Juste ce que je rappelle, et c'est quand même assez important, c'est qu'ici, on est uniquement sur des répondants qui sont adhérents de l'association, ce qui fait qu'il y a de fait ce biais-là, donc avec déjà une appétence pour les produits de qualité, un intérêt, des questionnements, et cetera, et que ces réponses seraient peut-être pas les mêmes, probablement pas les mêmes d'ailleurs, c'est certain, si on avait mené la même étude, de manière plus globale pour tous les habitants des QPV. Ah si, Peut-être enlever notre caméra. on peut peut-être enlever le son est effectivement saccadé. OK. Bon, je vais essayer de parler au moins de manière plus distincte. Peut-être que ça aidera un petit peu. Et j'ai partage d'écran. Oui, et j'ai coupé la caméra. Peut-être que ça sera un petit peu mieux aussi si la qualité est pas dingue. Et Ah bah oui, on a pas ah bah oui, non, ça va et aller. on va aussi Ah bah oui.
connexion filaire. Donc là, normalement, on est au maximum de ce qu'on peut faire sur la qualité du son. Donc, sur cette partie quantitative, juste pour rappeler qu'on a 85% des répondants qui sont des femmes, ce qui n'est pas très étonnant parce que très globalement, les adhérents, même sur des foyers, ce sont les femmes qui viennent adhérer et qui sont souvent, qui gèrent souvent les questions d'alimentation, et c'est représentatif aussi du nombre de répondantes qui étaient des femmes sur la concertation de quartier 2030. Ce qu'on a noté, parce qu'on a interrogé les personnes sur leur possibilité de déplacement, c'est qu'il y a quand même 15% de nos adhérents qui disent ne pas pouvoir se rendre en transport en commun ou à pied dans les lieux d'approvisionnement, ce qui va complexifier de fait leur possibilité d'acheter de l'alimentation, parce que ça veut dire passer par soit des amis, soit commander, enfin bref, du coup ça devient beaucoup plus compliqué, et on sait aussi qu'il y a moins d'utilisation de la voiture dans ces quartiers-là parce qu'il y a moins de moyens. Slide d'après. On a demandé également aux habitants quels étaient les critères de choix quand ils choisissent leur alimentation, aux adhérents, pardon. Et donc, ce qui ressort en premier, c'est clairement la qualité des produits. Donc là, on en revient au fait que ce soit des adhérents, donc qui ont déjà des questionnements, et le prix des produits. Et ça nous a interpellés parce que ça veut dire que les deux sont importants, mais qu'en même temps, les deux rentrent très souvent en contradiction parce que c'est très compliqué d'avoir des produits de qualité qui soient accessibles financièrement. Et on sait qu'on est sur une population qui se retrouve toujours avec des revenus qui sont très faibles. Donc, voilà, ça vient énormément complexifier leur approvisionnement. On a aussi demandé aux adhérents s'ils pouvaient acheter tout ce qu'ils souhaitaient en termes d'alimentation, et ils sont plus de 56% à ne pas pouvoir justement acheter tout ce qu'ils souhaitent. Et le premier frein, c'est tout d'abord le budget, notamment dans un contexte d'inflation avec des prix qui augmentent, mais également la question du déplacement, et j'en ai déjà parlé un petit peu et on y reviendra parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont parlé de la nécessité de prendre plusieurs trams, d'aller très loin, etc. Mais aussi la question du manque de temps ou alors du manque de matériel pour pouvoir cuisiner. Donc, il y a la question du prix de l'électricité qui fait qu'on va moins utiliser son four parce que les prix ont augmenté. Il y a la question d'avoir même l'équipement chez soi. Donc, est-ce qu'on a un four? Est-ce qu'on a un frigo? Est-ce qu'on peut beaucoup stocker ou pas? Ou est-ce qu'on est sur des stratégies où on achète un petit peu tous les jours? Donc, voilà. Donc, il y a toute cette complexité-là qui vient aussi s'ajouter à la question financière. Et puis, on a aussi demandé aux personnes, donc dans un premier temps, on leur demandait à quoi est-ce que vous avez accès aujourd'hui, qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui vous manque. Mais on a aussi un peu parlé de quels seraient leurs rêves, qu'est-ce qu'elles changeraient si elles pouvaient. Sur la question des lacunes, dans tous les cas, de ce qui manque le plus dans leur quartier, selon elles, ce qui ressort le plus, c'est les produits locaux. Et ça a été beaucoup corroboré par des échanges qu'on a pu avoir, notamment avec des habitants qui nous disent, c'est vrai que quand j'habite mon quartier depuis plusieurs dizaines d'années, notamment sur des personnes retraitées, et j'ai vu des producteurs locaux sur mon quartier quand je suis arrivée, sur les marchés, et puis aujourd'hui, il n'y en a plus. Peu à peu, ces producteurs, ils sont partis, à la fois parce que les personnes ont moins de moyens, donc moins de moyens égale moins d'achat de ces produits-là qui sont clairement plus chers, mais aussi parce que, de fait, dans les QPV, on voit qu'il y a une paupérisation parce que les personnes, quand elles ont des moyens, petit à petit, elles quittent ces quartiers-là. Donc, on a une concentration de personnes qui vivent des grandes situations de pauvreté qui font que, de fait, elles ne peuvent pas acheter ces produits. Donc, voilà, il y a vraiment un manque, on le sent, de produits locaux. Puis, il y a derrière les produits bio, les produits frais, etc. Tout ça va un petit peu dans le même sens, mais il y a quand même un gros sujet là-dessus. Et puis, en dernier lieu, et ça nous semblait intéressant, on avait fini le questionnaire en demandant aux personnes de quoi elles rêvaient en matière d'alimentation si elles avaient toutes les possibilités, quoi. Et donc là, c'était une question ouverte où n'importe qui, les personnes répondaient un peu ce qu'elles voulaient, mais on a essayé de caractériser un petit peu par typologie de réponse. Et dans ce nuage de mots qui est tout en bas, on a classé les réponses par ordre d'importance. Donc, ce qui ressort en plus gros, c'est ce qui a été le plus cité, et ce qui est le plus petit, c'est ce qui a été cité, mais de manière moins présente. Sachant qu'une personne une réponse qui serait venue qu'une fois, elle n'est même pas dans le nuage de mots, parce qu'on a quand même, sur cette 500 personnes, mis les réponses les plus visibles, celles qui revenaient le plus. Et donc, les deux sujets qui remontent le plus, c'est une question d'épicerie, donc d'avoir des produits de proximité, mais avec une qualité de fait. Et également, ça va avec ce que je disais juste avant, mais la question des marchés, donc d'avoir des produits de qualité avec des producteurs, des produits locaux, etc.
Voilà, j'espère que ça fonctionne mieux au niveau du son. Je vais vous faire un petit retour sur les grandes thématiques qui ont pu être abordées avec les personnes qu'on a rencontrées dans la rue. Le porteur de parole. Finalement, il y a eu 3 grands thèmes. Après, on sait que c'est pas forcément aisé de regrouper des paroles qui sont singulières et variées. Néanmoins, il y a véritablement 3 grands thèmes qui sont ressortis de nos discussions. Le premier thème, c'est la question de l'inflation et de la hausse des prix. C'est revenu de manière quasiment systématique et de manière très flagrante dans toutes les discussions, avec plutôt des témoignages de personnes qui parlaient en jeu et de difficultés vraiment personnelles. Des personnes qui nous ont beaucoup cité le message de promotion de la santé des 5 fruits et légumes par jour en nous disant que depuis l'inflation, c'est plus possible. Donc, avec une vraie prise de conscience de ce message de promotion de la santé et en même temps une équation impossible parce qu'avec l'inflation, on ne peut plus. Des personnes qui nous disent je dois choisir entre acheter des fruits et acheter de la viande, par exemple. Des personnes qui nous disent la viande et le poisson, c'est fini. Alors même que beaucoup de personnes, parce qu'on sait que dans les QPV en plus, il y a plus d'affections longue durée, il y a plus de personnes qui sont en bonne santé. Plusieurs personnes nous ont dit nous, on est anémiés, on a besoin d'un régime en viande. Moi, je suis en situation de handicap, je dois manger de la viande. Et mon mari aime aussi la viande et on doit arbitrer entre lui et moi pour que l'un de nous deux mange de la viande parce que c'est devenu trop cher avec l'inflation. Il y a aussi une personne qui était bénéficiaire du RSA dans un quartier à Rieux-la-Pape. Il disait, moi, je suis Madame Prix, je suis obligée d'aller dans 3 ou 4 magasins différents pour pouvoir gagner 50 centimes sur un produit. Je repère tous les prix et on sait à quel point c'est énergivore. Et cela était vraiment lié aussi au phénomène d'inflation. Les autres conséquences sur l'inflation dans les témoignages, c'est aussi de se dire soit on peut rogner sur d'autres choses, donc on rogne sur notre loisir. Ça, on l'a entendu plusieurs fois, où manger, c'est le seul plaisir qui nous reste et on n'a plus. Donc ça, c'était des témoignages assez forts et assez durs à entendre. Et puis, il y a aussi des conséquences où les personnes nous disent, de toute façon, moi, j'ai l'augmentation aussi de l'électricité et des fluides, et donc je n'y arrive plus. Voilà, ça c'est vraiment des choses qui ont été très très récurrentes et qui sont ressorties du porteur de parole en premier lieu. En second lieu, les personnes ont témoigné d'une offre qui est souvent inadaptée sur le territoire. Donc, pourquoi est-ce qu'elle est inadaptée? C'est souvent la question du manque de producteurs et des produits de qualité qui revient très, très fort. Des personnes qui nous disent: «Il n'y a que des fast-food» ou «Il y a trop de fast-food» ou «Mes enfants veulent manger des fast-food parce qu'il n'y a que ça dans le quartier». Il y a des personnes qui nous ont dit: «Il n'y a pas assez de lieux conviviaux sur le quartier». Il manque vraiment des lieux sympas pour se retrouver, pour boire un café, pour manger un morceau ensemble. Et enfin, il y a la question de la dignité des lieux qui existent sur le territoire. Et il y a des personnes qui se sont dit: non, moi je vais pas à Aldi parce que c'est sale, je vais pas à tel endroit parce que je suis mal reçue». Et donc ça, c'est revenu aussi de manière assez forte chez les personnes près de qui on a pris le temps de discuter. Et enfin, le dernier point, c'est la question de l'éloignement des lieux qui sont satisfaisants pour les personnes. Satisfaisants parce qu'elles sont plus adaptées au niveau du prix, ou satisfaisants parce qu'elles sont plus adaptées au niveau de la qualité. Et donc, des personnes nous disent: «Je suis obligée de faire 30 minutes de bus ou de prendre 2 trams, c'est loin», voilà. Et enfin, le troisième point qui est revenu de manière prégnante, c'est la question de l'augmentation des inégalités. Et là, c'était un discours plutôt que de parler en jeu et en parlant de uniquement sa situation personnelle, les personnes disaient les inégalités augmentent et c'est insupportable, c'est de pire en pire, la pauvreté est partout, personne ne peut bien manger, même ceux qui travaillent aujourd'hui. Et on a senti aussi une grande défiance vis-à-vis du gouvernement et notamment à Marseille, voilà, avec beaucoup de paroles qui nous ont aussi fait penser au mouvement des Gilets jaunes, avec vraiment beaucoup de colère et un sentiment d'injustice et de résignation assez fort.
Et puis, il y a au milieu de tout ça, beaucoup de témoignages de solidarité. C'est vrai qu'à Vrac, on entend souvent, quand on demande, aux personnes si elles, veulent bénéficier d'un plus petit prix, les gens nous disent: «Bah, il y a pire que moi». Même quand on est dans une situation très difficile, il y a toujours pire que soi. Et là, on a entendu pas mal de témoignages, voilà, un grand-père disant: «Bah, moi, j'aide de temps en temps mon petit-fils, même si c'est difficile pour moi parce qu'il est étudiant et qu'il saute des repas. Bah, ma sœur aide une voisine qui est au minima et on se cotise tous pour l'aider à bien se nourrir». Donc ça c'est aussi des témoignages qu'on a entendus. Je te laisse la parole, Elisa. Merci. Alors, et en complément justement de ces temps de concertation dans l'espace public que Lorana vient de vous présenter, on a également mené les ateliers dont on vous parlait tout à l'heure, où là, on était uniquement avec les adhérents de l'association. Et c'est les ateliers qu'on a menés en collaboration avec nos collègues qui animent les groupements d'achat sur les territoires dans les associations locales. Donc, ce qu'on avait fait, en fait, c'est que il y a plusieurs manières. Enfin, on a abordé l'action d'alimentation selon les différents chapeaux. Et plutôt que vous présenter les différents chapeaux, ce qui aurait été un peu fastidieux, on a plutôt essayé de tirer des enseignements de manière plus transversale. Le premier point qui est ressorti en tous les cas et qui est un gros sujet, c'est la question de l'offre alimentaire sur les territoires. Et c'était en plus le point de départ qu'on avait choisi parce que pour rentrer dans les échanges avec les personnes, on leur avait dit bah, qu'est-ce qui existe aujourd'hui en termes d'alimentation dans le quartier? Est-ce que vous y allez? Est-ce que vous y allez pas? Et on avait un peu tiré le fil en disant et qu'est-ce qui a fermé? Et donc, ce dont on s'est rendu compte, c'est que tout d'abord, on a discuté de ce qu'il y a, donc c'est assez variable d'un quartier à l'autre. Parfois, il y a très peu, parfois, il y a un peu plus, etc. Mais parmi ce qu'il y a aussi des lieux qu'on ne fréquente pas, soit pour des raisons d'élitisme. Donc, on a par exemple des adhérents qui nous disent bah, oui, il y a un magasin bio, mais en fait, je m'y sens pas à ma place, j'ai pas l'impression que ce soit à moi d'y aller, que ce soit un lieu qui soit fait pour moi, etc. Donc, j'y vais pas. Soit pour des questions de prix, soit pour des questions de distance. Et puis, il y a aussi ce qu'il n'y a pas ou ce qu'il n'y a plus. Et donc, on a aussi des adhérents qui nous ont expliqué, donc comme je disais tout à l'heure, il y a les producteurs locaux parfois qui sont plus sur les marchés, mais parfois, il y a même des marchés qui ont disparu. Et donc, je me souviens par exemple de Charles Hermite, un quartier dans le 18e arrondissement de Paris, où les adhérents nous ont dit, ben, en fait, jusqu'aux début des années 90, il y avait un marché dans le quartier, on pouvait y aller très facilement, il suffisait d'y aller à pied, etc. Et ce marché, il a fermé. Et donc, un marché qui ferme, bah, c'est du lien social, c'est un accès qui est forcément plus compliqué parce qu'il faut aller plus loin, c'est plus de difficultés parce qu'il faut porter ses courses sur plus longtemps, etc. Donc, il y a vraiment un premier point qui nous a semblé très important autour de l'offre alimentaire. Et il y a deux questions qui découlent un peu de cette question de l'offre alimentaire. C'est également la qualité des produits. Donc, quand on parle de qualité, c'est très large, mais ça va être la conservation. Donc, il y a des adhérents qui nous ont dit, bah, on ne sait pas comment les produits qu'on achète au marché sont conservés. J'ai l'impression soit que ça pourrit vite. Alors, certes, c'est du pas cher, mais ça pourrit très, très vite parce que c'est des produits qui sont déjà un peu anciens, qui ont été mal conservés. Soit même, j'ai des doutes sur les effets pour ma santé parce que peut-être que ça n'a pas été laissé au frais, qu'il y a eu des ruptures de la chaîne du froid, etc. Il y a des questions aussi sur la surtransformation. Il y a des habitants qui nous disent, moi, quand je fais mes courses, je suis obligée de faire mes courses en regardant toutes les étiquettes et je traque les E. Donc oui, j'ai bien compris que les E, les additifs, c'était pas bon pour ma santé, mais du coup, je dois faire attention. Et dans les produits que je dois acheter, il n'y a pas forcément la possibilité de choisir des produits sans additifs parce que le pas cher égale beaucoup d'additifs, etc. On a la question du gustatif aussi. Est-ce que j'ai du plaisir ou pas à acheter les produits auxquels j'ai accès? C'est très variable. On sait qu'il y a une question de plaisir qui est très importante dans l'alimentation. Et souvent, il y a des gens qui nous disent, bah, en fait, on n'a même plus le plaisir d'acheter ce qu'on achète parce qu'on a dû dégrader la qualité, etc. Il y a aussi un énorme point sur la qualité au niveau de la santé, notamment parce que nos habitants, comme nos adhérents, comme tous les habitants des QPV, ben, on le sait, sont beaucoup touchés par les maladies cardiovasculaires, le diabète, etc. Donc, on leur dit dans tous les rendez-vous médicaux, et ils en font énormément, de faire attention à leur santé. Et en fait, il y a une espèce de, enfin, ce que nous, on appelle une sorte de violence entre ben, l'alimentation qu'ils devraient acheter, qu'on leur conseille d'acheter, et l'alimentation qu'ils ont les moyens d'acheter, où ils savent pour leurs enfants, pour leurs proches, etc., que oui, ils achètent des trucs qui sont pas de qualité, mais ils n'ont pas le choix. Et ça, c'est quand même très, très dur quand les gens nous le disent, parce qu'on se dit, ben, y a vraiment un énorme gap. Et en plus, quand on a la connaissance des risques de cette alimentation sur notre santé, c'est d'autant plus violent. Il y a aussi la question de la difficulté de l'accessibilité au lieu d'achat. Donc, il y a des difficultés à la fois de déplacement quand c'est des choses qui n'existent pas sur le quartier. Et ça, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais ça veut dire qu'il faut sortir du quartier pour aller acheter de la qualité ou même acheter tout court parce qu'il n'y a pas sur le quartier, il n'y a même pas d'offre, on va dire, de base, quoi.
Donc là, on est dans des parcours du combattant, clairement, où les personnes, elles doivent prendre 2 bus avec des gros sacs de courses. En plus, on est sur des familles nombreuses, c'est des courses qui sont énormes, quoi. Alors qu'on voit des quartiers, et c'était le cas à Strasbourg, où on a fait un temps de concertation. On était dans le quartier de Haute-Pierre, si je dis pas de bêtises, où il y a un tram qui relie le centre-ville en 15 minutes. En plus, le tram, c'est assez facile puisque c'est de plein pied, etc. Là, c'est facile pour les habitants. C'est possible, en tous les cas, facile, ça dépend, mais c'est au moins possible d'aller dans un quartier proche où ils peuvent trouver autre chose. Et les habitants étaient nombreux à fréquenter le marché de centre-ville plutôt que le marché de leur quartier, parce que le marché de leur quartier ne leur convenait pas du tout. Et aussi sur la question des déplacements, il y a aussi le fait de devoir multiplier les déplacements pour comparer les prix. Il y a beaucoup d'adhérents qui comparent les prix d'un lieu à l'autre avant d'acheter. En plus, les prix varient vite avec l'inflation, etc. Donc, c'est des déplacements supplémentaires de devoir comparer. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait un peu notre petit benchmark, d'aller choisir où est-ce qu'on va aller acheter. L'autre point dont on a parlé, c'est la hausse des prix, de fait, qui mène à 2 types de comportements qui sont souvent parallèles, soit des questions d'arbitrage, donc je vais acheter moins de viande, moins de poisson, voire plus du tout. Par exemple, on va avoir moins d'achats à vrac. On n'a pas encore les chiffres des achats sur 2023 qu'on aura début 2024, mais on sait qu'il y a des habitants qui achètent moins souvent ou qui vont moduler d'un mois à l'autre, alors qu'ils avaient peut-être leurs habitudes mensuelles régulières les années précédentes. Et puis, on a des gens vraiment qui nous disent on a le sentiment de s'enfoncer, en fait, avec la hausse des prix, d'acheter vraiment moins. On sort du supermarché, il n'y a rien du tout dans notre chariot pour la même somme dépensée, etc. Et donc, en parallèle des arbitrages, il y a même des restrictions, donc des habitants qui vont sauter des repas pour garder de la qualité, par exemple. Parce qu'à partir du moment où on commence à s'informer, on sait que la qualité, c'est un enjeu. Ben, est-ce que je choisis de manger toujours autant, mais moins bien, ou est-ce que je commence à sauter des repas pour avoir des produits de meilleure qualité, ou de se priver pour leurs enfants, etc. Et enfin, donc, sur cette partie chapeau de Bono, il y avait un chapeau plus vision positive dont Lorana parlait tout à l'heure. Et ce qui est revenu, sans qu'on leur dise, hein, clairement, c'était vraiment leur mot tout seul, c'était vraiment la plus-value du tissu associatif. Donc que ça soit vrac, mais pas uniquement. Ce que les personnes nous disent quand on leur parle de ce qui convient bien en matière d'alimentation, c'est l'accès à des légumes moins chers dans des centres sociaux, dès qu'il y a des partenariats dans des MJC, notamment avec des associations comme le réseau de Cocagne qui vont permettre d'avoir accès à des produits à moins 50%, des paniers de légumes, etc. On nous a cité les jardins partagés, qui ne sont pas des lieux d'approvisionnement, enfin très peu en quantité, mais vraiment des lieux de lien social, de se rencontrer, etc. Et puis même sur les groupements d'achat de vrac, donc il y a vrac, il y a les partenaires avec qui on travaille, donc toutes les associations. Il y a des habitants qui nous disent mon quartier ne me plaisait pas, je connaissais personne. Et en fait, de venir de temps en temps en distribution, ça me permet de rencontrer des habitants, qu'on se reconnaisse quand on va ailleurs au marché et qu'on se croise, qu'on puisse se dire bonjour. Donc, on a vraiment ce lien social qui est lié à l'alimentation aussi et qui repasse par le tissu associatif et qui était vraiment un élément notable quand on discutait avec les adhérents. Et je vais passer aux propositions. Juste une toute petite précision par rapport à ce que vient de dire Elsa. Étant donné que notre concertation, on l'a fait d'avril à octobre, notre nouvelle tarification n'était pas encore mise en œuvre grâce au Fonds Mieux Manger pour tous. Donc effectivement, les gens nous disaient on achète moins à vrac. Aujourd'hui, depuis novembre, on a baissé de moins 10% pour contrer l'inflation grâce au Fonds Mieux Manger pour tous. Et à partir de janvier, quasiment dans tous les vracs de France, ça sera moins 50 aussi pour les personnes à très petits revenus et moins 10 pour tous les habitants des quartiers. Voilà, je ferme la parenthèse. Et alors, on voulait juste conclure avant de passer aux questions, parce que ça nous semblait intéressant de bien garder un petit peu de temps pour les questions. Donc, sur les enseignements, je vais être très rapide parce que ça revient exactement à ce qu'on vous a expliqué. Mais pour nous, il y a vraiment 2 sujets aujourd'hui qui sont la question du budget sur les achats alimentaires. Et ce qu'on disait souvent à Vrac avant, c'est grâce à l'alimentation, l'alimentation est un petit peu devenue une variable d'ajustement. On peut, quand le reste augmente, acheter un petit peu moins. Mais là, même quand l'alimentation augmente, en fait, on ne peut pas se permettre de la garder comme variable d'ajustement. Et là, on a le sentiment qu'il y a un glissement, en tous les cas, du côté des personnes qu'on a interrogées. La question aussi de l'environnement alimentaire, je viens d'en parler, mais vraiment, ça peut enclaver, ça peut paupériser, ou alors au contraire, ça peut vraiment avoir un effet très positif en fonction des politiques publiques qui sont mises en place.
avec comme conclusion vraiment le sentiment d'une alimentation à deux vitesses, avec des gens qui disent non, c'est pas pour nous de bien manger, c'est pour les autres. Des stratégies encore plus complexes pour acheter, encore moins de qualité, moins de quantité, etc. Et vraiment, on a le sentiment que pour les personnes, il y a ce qu'elles mangent, et voilà, avec toutes les situations dont on a parlé, et ce que les autres peuvent manger. Et qu'on a vraiment une sorte de société avec deux niveaux d'approvisionnement, deux possibilités de faire, quoi. Alors, en 2 mots pour, vous laisser, après un peu de temps, pour pouvoir poser des questions. Les propositions, donc ce sont les propositions, des adhérents et des adhérentes, lors des ateliers. Elles sont de 3 ordres, donc diversifier et améliorer l'offre disponible avec des produits de qualité, c'est un peu, la base, hein, c'est tout ce qu'on vient de vous raconter avec, des demandes, très fortes de marché, de produits frais, de produits de producteurs, qui restent, pas trop chers, des marchés couverts aussi ont été évoqués. Dans certains quartiers, tous les quartiers n'étaient pas semblables, hein, mais donc des quartiers complètement dépourvus en offre alimentaire, tout simplement une boulangerie, une épicerie ambulante, enfin voilà, quelques commerces, vraiment de base. Ce qui est notable, il nous semble, c'était aussi, d'avoir des espaces de vente de vente de produits de qualité qui soient respectueux des personnes qui les achètent. Et ça a été formulé notamment à Marseille, donc avec aussi, un sentiment que quand on est pauvre, on va dans des magasins où on se sent moins respecté, où l'alimentation est moins bien présentée, où parfois, voilà, où, il y a aussi tout ce qui est marché à la sauvette et avec, Elsa l'a déjà évoqué, des conditions d'hygiène qui peuvent être limites. Ensuite, les espaces qui permettent aux habitants et aux habitantes de se retrouver, c'est, tout ce qui a été quasiment dans tous les groupes, la question des jardins partagés, sur la dimension conviviale a été citée. La question des ateliers cuisine et alors là, aussi, les centres sociaux ont eu la part belle, hein, parce que souvent c'est quand même, dans ces lieux de proximité, qu'on se retrouve et qu'il se passe des choses. La question aussi des sorties à la campagne et avec tout ce lien aussi aux producteurs et aux productrices et c'est pas étonnant que ce soit nos adhérents VRAC qui portaient cette question parce que c'est aussi une question qui nous touche beaucoup. Et il y a la question d'un salon de thé, de lieux de convivialité qui est pas mal revenu, et tout ça à chaque fois, avec une dimension participative. Et puis enfin, il y a eu des propositions, vraiment ciblées, lieux de cuisine et de restauration partagés. Alors avec, des idées de restos associatifs partagés, des cantines populaires, où les personnes peuvent cuisiner et ensuite manger, et ont été aussi évoquées l'idée d'ateliers cuisine ensemble où après on peut repartir avec, ce qu'on a cuisiné à la maison. Donc c'est ce qui se fait, beaucoup, chez nos amis belges et québécois, hein, avec les cantines de quartier. D'ailleurs, on va les rencontrer très prochainement. Et donc, finalement, on a rencontré des habitants dans plusieurs lieux et beaucoup nous ont parlé de lieux qui ressemblent étrangement à la Maison engagée solidaire de l'alimentation de Lyon 8e que VRAC a monté en partenariat avec Récup et Gamel il y a 1 an de cela. Donc voilà, on sent que c'est vraiment aussi des lieux comme ça qui manquent et auxquels aspirent les habitants et les habitantes. Voilà, on en a fini avec notre présentation. Je te laisse la main à nouveau, Ouais. Lisa. Tout à fait, merci. Alors déjà, merci pour vos différentes questions. On va peut-être revenir, je vais les prendre dans l'ordre. Alors, il me semble, Lisa, que ça devait être sur la slide numéro 7 quand on parlait dans l'étude quantitative des critères de choix dans l'achat des produits alimentaires. Et donc, Clément Boussivan nous demandait aussi si c'était lié au fait qu'il y avait de moins en moins aussi de producteurs et de paysans. Le fait que du coup, il y ait l'offre alimentaire qui soit réduite, est-ce que ça peut être lié, mais la réponse est dans la question, au fait qu'il y ait aussi moins de producteurs et de paysans. Voilà. Je pense que oui, la réponse est dans la question. Bien sûr, on rejoint, je pense, le diagnostic du réseau CIVAM. Après, et les deux doivent être soutenus. Je pense qu'on a vraiment une problématique d'accès financier et de vente. Et
Et on peut même l'affirmer en tous les cas. Je sais qu'à Vaux-en-Velin, par exemple, on a un groupe d'habitants de 2 quartiers qui ont été rencontrés, un maraîcher qui est sur le territoire, donc sur la même ville. Et c'est un maraîcher en plus qui a repris la production de son papa. Et son papa pouvait vendre avant sur ce marché. Et lui, il expliquait que de toute façon, ces produits étaient trop chers. Et en plus, ce qui est intéressant, ce qui est important de souligner, c'est que c'est aussi quelqu'un qui n'est pas forcément dans une situation de... Enfin voilà, les maraîchers peuvent aussi rencontrer des situations de précarité et ça questionne aussi beaucoup, je tire un peu le fil, mais nos habitants de se dire, bah, en plus, on a de l'autre côté des producteurs qui gagnent pas grand-chose, qui n'ont pas forcément beaucoup plus que nous pour vivre. Donc la question des marges quand ils passent aussi par des supermarchés classiques, enfin bref, ça les questionne aussi beaucoup de l'impact quand ils consomment, quand ils achètent, etc. Mais du coup, voilà, de rencontrer un maraîcher, lui, le maraîcher avait complètement fait ce témoignage et avait dit, bah, c'est plus possible pour nous aujourd'hui parce qu'en fait, on ne vend pas parce qu'à côté, bah, les produits sont peut-être 2 fois moins chers et ils viennent de l'autre bout du monde ou beaucoup d'Espagne, etc. Et à côté du conventionnel, on ne peut pas vendre nos produits. Donc, en fait, ça n'a plus de sens pour nous de venir sur un marché comme ça. Et merci Elsa. On avait une autre question de Nathalie Carton de Viat. C'était sur la tarification. Donc, Lorana, quand tu avais précisé, la question c'est si le moins 50% est sur orientation d'un travailleur social. Oui, alors je pourrais peut-être en aparté vous expliquer davantage si vous êtes intéressé par cette question. On est en train de construire, parce que on est fraîchement lauréat du Fonds Mieux Manger pour tous. Effectivement, il faut que d'une manière ou d'une autre, il y ait une prescription, mais ça peut tout à fait être nos adhérents actuels. Certains sont bénéficiaires de minima sociaux, donc on va aussi fonctionner par une part d'autodiagnostic et ensuite il y aura une confirmation, mais on veut que ce soit le moins stigmatisant possible pour les personnes. Le projet VRAC, depuis toujours, on fonctionne sur la confiance, c'est ouvert à tous. Je précise aussi que VRAC Ecocinas à Montpellier, comme ils développent la caisse commune de l'alimentation, sont pas partis, voilà, donc c'est pas dans tous les VRAC et évidemment ça ne concerne pas nos amis belges. Mais effectivement, il y aura une partie d'orientation. Peut-être on va passer la parole. Ouais, tout à fait. Donc là, il y a Olivier Razon. Donc, je vais simplement autoriser le micro et normalement, il faut l'activer aussi de votre côté et on devrait vous entendre. Oui, c'est fait. Merci beaucoup. J'ai Alors. une première question, toute petite question. Est-ce que... Olivier, moi, j'ai activé le micro. Est-ce que... Oui, moi aussi. Oui, parfait. J'ai d'abord une toute petite question. Est-ce que l'étude que vous avez faite se fait dans le cadre avec le soutien ou dans le cadre d'un appel d'offres, ou je ne sais pas exactement le terme, de la Fondation Carasso? Ou pas du tout? Ou ça n'a rien à voir? Oui, alors non, on s'est auto-saisi du sujet. Ce qu'on disait, c'est qu'on avait plutôt pris l'opportunité du renouvellement des contrats de ville avec tout ce travail d'1 an où eux, ils menaient aussi des enquêtes de leur côté, la NCT avec la plateforme Quartier 2030, et on s'est plutôt dit, on va pas, enfin, ça nous intéresse de mener ce travail-là. Nous, on a des enjeux aussi transversaux de plaidoyer, etc. Mais on l'a fait sur nos fonds propres. On n'avait pas d'appel à projet dédié pour travailler sur ce projet-là. Merci. Alors, la deuxième chose, je suis journaliste et je travaille en ce moment sur un livre. On s'était croisés à Lyon, Lorana. Et Marseille. Voilà, je me rappelle. Voilà, l'hiver dernier, donc sur les marchés forains. Merci de les avoir pris en compte parce qu'ils sont souvent oubliés dans beaucoup d'études diverses et variées, quel que soit le domaine. Et là, en fait, ce qui me surprend, c'est qu'on parle de convivialité, on parle de produits pas chers, on parle finalement de maillage territorial. Le marché répond à peu près à ça, à peu près. Et effectivement, parfois, il y a des marchés qui disparaissent, mais globalement, ça répond. Comment les intégrer, en fait? C'est vraiment une question que je me pose à chaque fois, c'est comment les intégrer. Finalement, ça répond à tout ça. Il y a des liens qui se font, et quand il y en a dans les marchés populaires, dans les banlieues parisiennes, évidemment, mais aussi lyonnaises, aussi d'autres villes, et aussi de Saint-Dizier, Haute-Marne, par exemple, petite ville avec une banlieue populaire où il y a le marché du Verbois qui fonctionne très bien parce que les gens y vont, etc. Donc, ça marche. Comment mieux les intégrer? Alors qu'on a toujours des élus, des maires qui sont très fiers de leur marché, qui n'arrêtent pas d'en parler, qui les mettent en avant, etc. On a l'impression qu'on a un fonctionnement en silo avec d'un côté les élus qui sont très fiers de leur marché et puis en même temps le service d'action sociale qui va ne pas prendre ou qui va oublier de prendre en compte ce fameux marché. Et juste une chose sur ce sujet, oui, il ne peut pas y avoir des producteurs partout par définition, parce que quand on produit, on ne peut pas vendre, on n'a pas le temps de vendre. Enfin, mathématiquement, c'est compliqué, on peut faire 1 ou 2 marchés par semaine. Mais quand il y en a, alors
pas dans les grandes villes, parce que dans les grandes villes, à Paris, il y a peu de producteurs pour des raisons tout simplement d'accessibilité. Mais déjà, à Lyon, il y en a plus, mais ça dépend sans doute des quartiers. Par contre, dès qu'on va dans des petites villes ou des villes vraiment, soit des petites villes, soit des villes moyennes, là, il y a beaucoup de producteurs qui sont souvent pas chers du tout. C'est très étonnant. C'est-à-dire qu'ils arrivent pour des raisons tout simplement de mathématiques. Ils ont pas de chambre froide, ils ont moins de salariés, ils ont moins de frais, et ils arrivent et ils vendent des produits de saison. Alors, évidemment, ils n'ont pas tout le temps. Oui, ils n'ont pas d'aubergines en plein hiver, mais ils ont, voilà. Donc, et ça, je trouve je ne sais pas comment on peut mieux les mettre en avant. Alors ma question est simple du coup, mais est-ce que vous avez pris contact avec, par exemple, la Fédération des marchés? Est-ce que c'est des choses qui localement peut-être se font avec les élus pour sortir un peu de ces silos juxtaposés? Merci. Bah, écoutez, ce qu'on peut vous dire, peut-être tu compléteras, c'est que on espère que cette étude, aussi modeste soit-elle, elle pourra être aussi reprise par les pouvoirs publics et notamment les communes qui ont cette compétence marché, au moins dans les quartiers populaires. Ce qu'on montre, et ce que disait Elsa, c'est que l'équation, à un moment donné, s'il n'y a pas une sub publique, l'équation entre production de qualité et accessibilité des ménages, elle ne peut pas fonctionner. Donc nous, on va expérimenter des choses intéressantes avec le fonds Mieux manger pour tous. La tête de réseau VRAC, on a été lauréat au niveau national. Hein, on a obtenu 800 000 € par an sur 3 ans qu'on redistribue quasiment intégralement à notre réseau pour pouvoir baisser les prix. Il y a des expérimentations qui se font de concert avec les collectivités territoriales. Je pense notamment à Lyon, dans le quartier de la Duchère, dans le 9e, où VRAC, du coup, lance un fonctionnement marché hebdomadaire, alors qu'auparavant, le fonctionnement de VRAC, classiquement, hein, c'est une fois par mois, avec aussi cette dimension plus forte de produits frais type marché. Côté Bordeaux, il y a aussi des expérimentations qui vont se mettre en place grâce au fonds national, mais également au fonds local et le soutien des collectivités. Donc, on expérimente aussi d'autres modes de faire sans être non plus concurrentiel au monde marchand. Donc, il faut qu'on soit aussi vigilant à ça. Et en tout cas, nous, les marchés, ça nous parle. Nos porteurs de parole, on les a fait globalement au marché. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond à l'intégralité de votre question, mais voilà comment nous, on appréhende aussi cet objet marché. Je ne sais pas si tu veux compléter. Je pense que c'est ouais. Fait. Super. Ensuite, je vais donner la parole à Karine Jacquemart. Hop, je pose. Et si les personnes, c'est vrai que c'est une bonne idée, il y a quelqu'un qui a demandé si les personnes pouvaient se situer au niveau de la structure. Au passage. Merci. Merci beaucoup. Et je suis Karine, je suis la directrice de Foodwatch. Merci pour cette étude, c'était passionnant. Vous avez la question en fait, c'est quand est-ce que vous allez la publier, sous quelle forme? Mon idée étant de voir humblement comment on peut en faire le plus de bruit possible. Je pense que c'est extrêmement utile de montrer que les gens n'ont pas le choix, de montrer que la responsabilité, elle revient bien non pas sur les personnes qui sont en difficulté, comme on l'entend beaucoup trop souvent, mais bien sur les gros de l'industrie agroalimentaire et de la grande distribution. Voilà, humblement, vous l'avez peut-être vu passer, on a sorti mercredi une action sur les marges et on a embarqué des grosses associations de consommateurs pour faire un peu de bruit. Donc on a demandé de la transparence sur les marges alimentaires et de l'encadrement sur les marges sur les produits les plus sains. Mais parallèlement, on a publié un premier article sur notre site. Je vais vous mettre le lien si ça vous intéresse, et c'est vraiment juste un premier pas, mais c'est fait pour vous ouvrir la brèche. Donc VRAC et plein d'autres copains, les CIVAM et tout ça, vous êtes mentionnés, parce que l'idée c'est qu'on joue un rôle tous chacun dans notre mandat pour redire, mais en fait la responsabilité elle est vraiment sur l'industrie agroalimentaire, les distributeurs et l'État qui les laisse faire et qui les laisse faire n'importe quoi. Or la question de la qualité et des prix de ce qui est mis sur les rayons et des alternatives à ces supermarchés qui contrôlent beaucoup trop le secteur, c'est hyper important. On a vraiment beaucoup de pain sur la planche, parce que je peux vous dire que pour même les rendez-vous au plus haut niveau dans les ministères, ils sont convaincus du contraire. D'accord? Donc tous les éléments de terrain vraiment, on est sur des raisonnements qui sont classistes, hallucinants. Donc tous les éléments de terrain que vous avez, y compris les chiffres de cette étude, qui permettent du coup de vraiment corroborer et donner du matos pour aller casser un peu les préjugés, sont hyper utiles. Donc voilà, je vous tends la perche, dites-nous quand on peut l'utiliser, quand ce sera publié, sous quel format, et qu'on en fasse le max, quoi. Ok.
Merci Karine. Alors l'étude, elle est sortie. Ok. Elle est sortie. Autant pour En fait, moi. pas de souci. En fait, on l'a. Mais c'est parce que voilà, ça veut dire qu'on n'arrive pas encore, et c'est pas très étonnant, à toucher tout le monde. C'est très compliqué la communication. Puis on est tous exposés tellement chaque jour à des milliers de messages que c'est dur d'être forcément visible. Mais en fait, l'étude, on l'a sortie fin octobre, début novembre, notamment pour rentrer dans le cahier des charges de la plateforme Quartier 2030, où il fallait répondre et participer avant le 31 octobre, parce que là, ils sont en train d'éplucher toutes les réponses. Donc, on avait tenu ce timing-là. Et donc, on a eu déjà quand même des médias qui ont bien voulu, enfin voilà, qui ont été intéressés par le sujet et qui l'ont relayé, et on les en remercie. On a eu des beaux articles dans Libération et dans Le Monde, et c'était vraiment chouette parce que c'est dur de sortir de notre petit écosystème. Laurana l'a dit, on est content des chiffres. Enfin, ça nous semblait important que ça puisse sortir justement et de dépasser un peu notre écosystème de structures qui connaissent déjà un peu ces sujets-là. Et on a envie de continuer. Là, c'est la première fois en plus pour VRAC qu'on sortait une étude de ce type pour VRAC France. C'est quelque chose qui est nouveau pour nous. On est beaucoup sur le terrain, mais notre plaidoyer, voilà, il est en construction. Donc, on réfléchit à ce qu'on mènera justement comme futur projet pour continuer de nos réflexions et montrer ce qu'attendent les habitants, etc. Donc, avec plaisir pour continuer à travailler avec d'autres structures, et on le fait déjà. Mais voilà, c'était un premier pas, et on compte bien aller plus loin et montrer. Par ailleurs, petite parenthèse, mais cette étude a été notamment présentée au cabinet de Madame la secrétaire d'État à la ville, Madame Agresti-Roubache. Donc, on a aussi eu l'occasion de présenter cette étude La semaine la dernière. semaine dernière. Et je l'ai présentée aussi à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est venue nous voir à Lyon, à la maison. Je vais donner la parole à Céline Vaillant. Il y avait une question. Normalement, c'est activé de mon côté et je pouvais l'activer du vôtre. Alors, le micro n'est pas encore activé du côté de Céline. Je l'ai activé pour vous et on ne vous entend pas. Je crois qu'il faut que vous fassiez aussi, vous, la démarche d'appuyer sur le micro. Ça marche. Et sinon, passez par le chat Ouais. si jamais votre micro ne fonctionne pas. Mais Ouais. le micro est coupé de votre côté pour l'instant. Alors peut-être si c'est possible de passer par le chat, et du coup en attendant de voir si ça remarche, je vais peut-être prendre une question qu'on nous a posée dans le chat. Ça y est, je crois. Ah non, je l'ai renlevée. Alors attends, je reprends une autre question qu'on nous avait posée. Est-ce que les projets de SSA permettent aux collectivités de s'emparer du sujet du droit à l'alimentation? Ça vient de la fabrique de l'emploi. Ça vient de, je n'arrive pas, je n'ai pas le nom. Oui, alors nous, on n'a pas précisé, mais du coup, le réseau VRAC, donc VRAC France, on appartient au collectif pour une sécurité sociale de l'alimentation, qui a maintenant fusionné. Donc, ce sont des organes nationaux, mais ce sont aussi un réseau de dynamique locale qui expérimente concrètement des expériences qui s'approchent de la sécurité sociale, même si aucune n'est ce qu'on appelle de nos voeux, puisque évidemment, ça appellerait des grosses transformations au niveau national. Donc effectivement, on trouve que selon les volontés politiques, les expérimentations, elles sont plus ou moins musclées, accompagnées, soutenues, et le dispositif de sécurité sociale de l'alimentation a pour objectif de tendre vers le droit à l'alimentation. Donc c'est une des manières pour les collectivités de se saisir de cela, mais après c'est un droit constitutionnel qui devrait s'appliquer sur l'ensemble du territoire national. Donc là encore, on est sur des expérimentations locales, mais il faudrait vraiment qu'on ait un droit à l'expérimentation au niveau national qui soit voté par l'Assemblée nationale, puis une loi vraiment structurelle nationale. Là, il y avait une autre question. Oui, il y avait une autre question sur laquelle tu as répondu déjà par écrit. Non, la question de Céline Vaillant. Tu peux peut-être... Alors, Céline,
Je voulais simplement demander plus concrètement quelles sont les attentes envers les collectivités dans notre actualité de préparation des contrats de ville. Alors nous, nos attentes, clairement, c'est que dans ces contrats de ville soit nommée la question d'un accès digne et de qualité, à une alimentation choisie pour tous et toutes. C'est vraiment ce qu'on souhaiterait. La question de l'alimentation nous semble être, soit un angle mort, soit pris sous différents prismes. C'est vrai que l'alimentation, on peut tirer le fil de la question de la santé, mais c'est pas uniquement la santé, c'est le lien social. À l'instant, on parlait de la sécurité sociale de l'alimentation, c'est évidemment la démocratie alimentaire. Donc, comment est-ce qu'on reprend aussi la main et comment est-ce qu'on travaille sur la connaissance de cause et on travaille sur son pouvoir d'agir finalement. Donc, on aimerait que dans les contrats de ville, souvent les techniciens, les techniciennes ont envie de s'emparer de ce sujet-là aussi, on l'a pas encore abordé, mais qui évidemment traite aussi de la question de la transition écologique qui arrive maintenant assez massivement dans les contrats de ville. Mais souvent, on ne sait pas trop par quel bout le prendre. Et donc, parfois, voilà, on se dit, ça ne rentre pas dans les cases, ce n'est pas dans le contrat de ville. Donc, on aimerait vraiment que cette question puisse être inscrite de manière plus explicite. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je suis désolée que vous ne puissiez pas prendre la parole en direct. Peut-être tu peux répondre à la personne qui t'a répondu dans le chat. Laura, le travail pour la SNANC. Ouais. Oui, peut-être redire, parce qu'il y a une question d'une personne sur est-ce qu'on travaille sur la SNANC. Donc la SNANC, c'est la stratégie nationale alimentation, nutrition et climat, si je ne dis pas de bêtises. Et donc c'est la nouvelle politique qui va être mise en place pour le gouvernement dans le cadre de la loi résilience et climat pour définir un peu quelles mesures pourraient être en place. Donc c'est très très large, forcément, vu le nom que je viens de vous donner, de manière assez transversale, mais sur les enjeux d'alimentation. Et donc là, on est encore au stade où il y a des échanges entre ministères pour définir une première version de la SNANC. Et donc, on est un collectif d'associations. Donc, c'est très large parce qu'il y a des associations qui travaillent sur les questions de santé, il y a des associations qui travaillent sur les questions plutôt producteurs, les associations plutôt consommateurs comme nous. Et on travaille tous ensemble à essayer d'influencer, en tous les cas, de donner notre avis un peu sur quelles mesures on pourrait mettre en place, donc notamment sur la question de l'accessibilité alimentaire pour les personnes qui sont en situation de précarité, la question des cantines, la question il y a la question de l'alimentation la nécessité de végétaliser l'alimentation, la question de l'encadrement des marges et la transparence, dont parlait tout à l'heure Karine de Foodwatch. Voilà, donc on est tout un petit réseau d'associations qui essayons justement de faire porter, de porter une autre vision et de se dire, peut-être que cette SNANC peut être le moyen, le moment, en tous les cas, de mettre en place des ambitions pour le gouvernement allant dans le sens d'une transition écologique et sociale. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? C'est plutôt des échanges, notamment sur le rôle des collectivités. Là, on avait un exemple de Julien à Montpellier qui nous explique que avec la métropole, il y a un projet qui est mené sur l'évolution des paysages alimentaires. De quel levier en fait disposent vraiment les communes et les métropoles pour agir sur les environnements alimentaires? Donc, il y a un travail qui va arriver de concertation citoyenne sur les paysages alimentaires pour construire donc une programmation d'action à mettre en œuvre. Et donc, il est évidemment bien sûr disponible pour en parler. Voilà, et notamment en renforçant les liens entre les PAT et les acteurs locaux de la solidarité. Peut-être juste dire 2 mots là-dessus, mais après, il y a peut-être des personnes qui sont plus compétentes que nous. Il y a beaucoup de techniciens de collectivités et de fonctionnaires qui sont dans la salle, donc peut-être qu'ils auront une réponse plus complète que la nôtre. Juste dire que dans le cadre de la politique de la ville, les communes, les métropoles ont aussi le pouvoir de préempter des commerces dans le cadre des opérations de renouvellement urbain et ensuite de rétrocéder le foncier contre des cahiers des charges qui peuvent être contraignants. Donc, c'est ce qui permet aussi de pouvoir, entre guillemets, choisir un peu quel type de commerce et impulser une offre commerciale. Néanmoins, si on laisse l'offre et la demande fonctionner classiquement, si on ne considère pas que l'alimentation est un bien commun et doit être l'objet d'une politique publique, c'est la politique de l'offre et la demande et on se retrouve face aux mêmes réalités que ce qu'on évoquait dans l'étude. Voilà, vous pouvez mettre une Biocoop au cœur d'un QPV pauvre, elle ne va pas résister et les personnes
personnes n'auront pas les moyens financiers d'y aller. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi agir sur la question de l'accessibilité et du subventionnement. Juste, il est 15h04. Je ne sais pas, peut-être on prend une dernière question. Il y a une personne qui avait levé la main mais qui l'a baissée, donc j'imagine que vous avez répondu à sa question peut-être. Donc n'hésitez pas encore si vous avez peut-être une question via le chat ou levez la main, n'hésitez pas. Si jamais il y a encore des choses à clarifier. Oui, alors non, bah non, c'est moi en fait qui non, du coup, je ne vois pas. Alors si peut-être. Ah si, voilà, ça y est. Coordonnées de Julien. Ouais. N'hésite. Ah voilà, ça y est, ça revient. Je donne la parole du coup à Magali Cavalier. Normalement, c'est OK de notre côté. Bonjour. Voilà. Vous m'entendez ? Oui. Bonjour, voilà. Donc, moi, je suis chargée de mission aux Solidarités à la ville de Vitrolles. On a la chance d'avoir VRAC, en effet, qui vient sur notre territoire. Et je voulais juste mentionner une observation sur le projet en cours, notamment en termes d'accessibilité sociale. Les orientations, notamment pour optimiser cette association qui est vecteur du changement sur notre territoire. On a aussi un PAT qui est en cours, donc il y a pas mal de choses qui bougent à nos niveaux. Mais c'était peut-être aussi de travailler sur l'accès aux droits. On voit bien que la santé est sujet, et notamment, pourquoi pas imaginer que la CSS peut être une entrée qui aurait double intérêt. Celui d'objectiver la dimension précarité budgétaire, en tout cas pour l'accès à l'alimentation, et deuxièmement, un accès aux droits, puisqu'on sait encore que certains ont malheureusement des difficultés à faire leur papier, accéder aux droits. Petite observation aussi concernant justement l'accès qui est souvent dématérialisé, et nos publics ont parfois du mal. Alors, bon, le lien se fait avec les opérateurs de terrain, mais ça reste quand même une vigilance que nous devons tous avoir pour permettre que les personnes puissent intégrer le projet dans la durée via une accessibilité la plus large possible. Peut-être on peut dire deux mots, deux voix. Moi, juste sur la question de la fracture numérique, VRAC, on a toujours des permanences physiques ou alors téléphoniques pour les personnes qui ne maîtriseraient pas Internet. Et oui, les conseillères, quand vous dites CSF, vous pensiez conseillère en économie sociale et familiale, c'est ça? Non, pas du tout. Je pensais à la couverture santé solidaire, qui est en fait une approche très objective pour votre projet, justement, d'ouverture à ceux qui sont les plus précaires, les moins 50%, etc. Puisqu'on nous a parlé d'orientation de travailleurs sociaux. Et aujourd'hui, nous, on ne va pas se mentir, l'intervention sociale de terrain est quand même largement en difficulté. Donc, si on veut objectiver au plus grand nombre, notamment en QPV, l'accès au dispositif sans passer par des parcours un peu complexes, je pense qu'il faut aussi avoir un regard objectif, clair, puisque la CSS est sous conditions financières, de revenus, on va dire clairement. Et ça permet d'avoir les publics qu'on cible, voilà, sans rentrer en effet dans une approche où le référent du centre social, il commence à faire les papiers, il rentre dans les budgets, ou il oriente vers les services sociaux qui ont autre chose à faire, soyons clairs, que re-rentrer sur une orientation sur un dispositif d'accessibilité alimentaire. Oui, et puis on n'a pas envie de se substituer, on n'a pas envie d'être un autre CCS, donc on ne demandera pas de papier aux personnes. Ça sera une orientation qui sera light. Ça peut être une solution. Moi, je ne connaissais pas personnellement ce dispositif. J'avais compris les conseillères sociales en économie sociale et familiale, parce que souvent, ce sont des postes de travailleurs sociaux qui sont dans les centres sociaux, qui connaissent bien les familles, qui ont en tête les QF, les quotients familiaux, parce que les personnes, par ailleurs, fréquentent le centre social pour une activité ou X ou Y, et que, voilà, pour que ce soit une orientation la plus light possible. Mais effectivement, je pense que chaque VRAC, de concert avec ses partenaires locaux, territoriaux, choisira aussi de quelle manière l'orientation peut être faite en essayant de faire en sorte qu'elle soit la moins stigmatisante possible pour les personnes. Et juste pour finir, mais très rapidement, c'est sûr que sur le non-recours, il y a beaucoup de problématiques qui se croisent. C'est pas forcément évident parce que nous, on est sur un principe de groupement d'achat avec une distribution par mois. Donc, on voit pas les personnes au quotidien. Mais par exemple, on voit la MESA, qui est la Maison engagée et solidaire de l'alimentation, qui a été un projet qui a été initié par VRAC et par Récupé Gamel, qui est un quartier qui est sur Lyon, dans le 8e arrondissement, où c'est une épicerie qui est ouverte plusieurs fois par semaine, où il y a des temps d'épicerie, d'ateliers, de cuisine partagée, etc., où les habitants, c'est vraiment devenu un lieu de vie, on le voit, on a fait un porteur de parole sur place, etc. Là,
pas d'avoir une présence quotidienne ou quasi quotidienne, mais effectivement, c'est plus facile pour les salariés de faire le point faire le pont, pardon, entre des professionnels de santé, des politiques qui existent, etc. Et bah, voilà, si des projets comme ça se reproduisent, c'est plus facile. Après, en étant sur une rencontre mensuelle, c'est plus compliqué d'avoir un suivi assez fin, même si là, avec cette nouvelle tarification, peut-être qu'il y aura possibilité de tirer le fil, mais dans un second temps, probablement. On nous précise ouais, dans le chat que la CSS s'est substituée à la CMUC. C'est le point commun. Très bien. Voilà. On va peut-être s'en arrêter là. Ouais, là, on a fait le tour des questions. Donc, déjà, merci à toutes et à tous, parce que vous étiez très nombreux et les échanges ne font que commencer. Donc, c'est une très bonne chose, parce que là, on a pu se mettre tous et toutes en lien. On va donc vous envoyer par mail à la suite de cette présentation la présentation en question. Il y aura aussi l'enregistrement vidéo qui sera disponible. Donc, pour les personnes qui n'ont pas pu y assister. On fait un petit rappel aussi parce que c'est important et que ça peut évidemment vous intéresser. On a une newsletter qui contient de riches informations, dont les enquêtes et les concertations qu'on mène. On va vous mettre le lien dans le chat. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner aussi pour suivre un petit peu nos actualités. Voilà, donc on revient vers vous très rapidement par mail à la suite de cette présentation. Et je pense que j'ai tout dit. Merci pour votre écoute et votre intérêt. Ouais, merci pour votre attention et bon après-midi. Au revoir. Au revoir. Je reste.